Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Quelques soucis techniques pour la zone spéciale de Conakry, mais il n'y a aucun problème, ça se passe très bien à l'international, mais aussi du côté de nos antennes régionales à Kankan, Labé, à Bokeh. Nous sommes reçus 5 sur 5 sur nos antennes régionales. Merci donc de nous rejoindre dans la deuxième partie. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, le parti des démocrates pour l'espoir. Avec lui, nous allons essayer de passer en revue l'actualité politique de notre pays. Mais avant, on va essayer de s'arrêter sur quelques premières réactions reçues sur nos canaux habituels. Cette première réaction, salut les GG. Diallo Mamadou Djan, Kouraboy, oui, c'est cela. Aujourd'hui, lundi, tous ceux qui sont pour la pérennisation de la démocratie sont contents parce que, voilà, j'imagine, il veut dire, les grandes gueules sont de retour. Les grandes gueules sont de retour, je dirais que les ennemis des grandes gueules sont les ennemis de la République, mais ils se trompent de cheval. Le message n'est pas venu au complet. Cette autre réaction, bonjour, c'est Abagissa. Ce qui est arrivé à Alpha Condé à Bruxelles est la résultante de ce qui s'est passé au palais. Il a traité des gens ici, des chiens et tortues. Le message malheureusement n'est pas venu au complet. Bonjour, c'est Balde Yakuba. Je pense que Alpha Condé devait comprendre que son papa... Mais attendez, on ne peut pas se permettre du tout. Ali Moubundi, si tu ne veux pas être insulté, alors... n'insulte pas les autres. Belle analyse de Tamba et de Hiero ce matin. Abou Poutine aussi qui s'invite dans le débat. Dieu a voulu aujourd'hui que Alpha préside les destinées de la Guinée. Donc ces personnes-là sont contre la volonté divine. C'est donc Abou Poutine qui envoie ce message. On va s'arrêter là. Ahmed Kamara, nous avons notre invité, Dr Ousmane Kaba. Bonjour et bonne arrivée, docteur. Bonjour, et vous avez le bonjour de tous les Guinéens de l'extérieur. Je sais 8 États américains et 2 pays en Europe. D'accord, d'accord. Ok. Oh, Tamba, je vous passe le micro. Alors justement, on parlera tout à l'heure de cette tournée qui vous a conduit à bien des horizons de ce monde. Mais il y a un épisode assez intéressant que vous avez manqué ici en République de Guinée, où votre université est citée comme étant celle auprès de UNC qui ont mobilisé des jeunes pour, entre guillemets, s'en prendre à la respectabilité du président de la République au Palais du Peuple dernièrement. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Écoutez, ça me fait rire puisque moi-même, je n'étais même pas ici. J'étais en Europe. Et d'ailleurs, entre-temps, nous avions dit à toutes les universités privées, dans le cadre de la CRESUP, de ne pas participer au forum. Donc, Kofi Annan n'était même pas au forum parce que nous avions des divergences comme d'habitude. Nous avons beaucoup de difficultés avec l'État qui ne respecte pas ses contrats financiers. Et nous avions décidé à l'époque, moi je n'étais pas là, il y avait mon vice-président, M. Soiré de l'UNC, qui a fait la réunion et j'ai quand même donné mon accord pour que les universités privées n'aillent même pas au forum. Kofi Annan n'y était pas et moi je n'étais pas en Guinée. Alors, donc ce sont des accusations sans fondement. Bien sûr, ça n'a absolument aucun sens. Bien. N'ont pas pris sur eux-mêmes la responsabilité personnelle d'y aller malgré les injonctions. Enfin, pas Kofi Annan en tout cas, puisque nous avions donné des instructions. C'est difficile à vérifier quand même. Non, vous n'allez pas nous dire qu'il n'y avait aucun étudiant de Kofi Annan à ce forum? Si, il n'y avait aucun étudiant de Kofi Annan. Bien, merci de nous rassurer. Au-delà de tout, monsieur Dr Kaba, comment vous avez analysé, comment vous comprenez ce qui s'est passé à l'occasion de la prise de parole du chef de l'État face aux étudiants? C'était comme un professeur et ses élèves. Ça me rend un peu triste. Je crois qu'il y a eu beaucoup de malentendus et malheureusement le président s'est emporté. Je pense que quand on a la parole publique, il faut être beaucoup plus modéré.
et tenir compte de ce qui se passe. Vous savez, il y a une cause immédiate, je dirais, c'est les tablettes, qui quand même avaient été promises pendant l'élection en 2015. Je crois qu'il faut faire attention à ces promesses. Mais la deuxième chose, c'est que les universités publiques sont bondées. Cette année, il y a 75% des étudiants bacheliers qui se sont engouffrés dans les universités publiques où ils sont entassés. Les conditions d'études sont extrêmement difficiles. Donc il y a beaucoup de frustration dans les universités publiques. Je pense que c'est l'une des raisons. Et si on continue sur ce chemin, il faut prévoir beaucoup d'explosions dans toutes les universités publiques très bientôt. Donc c'est l'expression du malaise chez ces étudiants? Absolument, malaise quant au programme d'études, malaise quant à la déficience des infrastructures qui sont vraiment insuffisantes. Et il y a vraiment beaucoup de problèmes dans nos universités. Allez-y, Madame Yo. Même des jeunes qui ont un président à sa place, comment auriez-vous réagi? En plus, de l'autre côté, l'autre résultat, c'est ce qui s'est passé du côté de Bruxelles. On a vu des concitoyens manifester, mais en injuriant le chef de l'État, beaucoup de personnes ont condamné ce qui s'est passé de ce côté. Est-ce que vous pensez que c'est une relation de cause à effet? Non, je pense que même si c'est une relation de cause à effet, je pense qu'il ne faut pas s'attaquer à la dignité du chef de l'État à cause de la fonction, mais à cause aussi de son âge. Nous sommes des Africains. On ne peut pas, comme on dit, rembourser des injures à quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui a 80 ans. Voilà, c'est simplement une question, je dirais, de culture et aussi une question de la dignité de la fonction. Donc vous condamnez les agissements de nos compatriotes de Bruxelles? Absolument. Je pense qu'on peut manifester sans injure. On peut défendre son point de vue sans injure. En politique, nous devons éviter la haine et les injures, les calomnies, etc. Je crois qu'en politique, on a toujours l'occasion d'exprimer ses idées et même ses divergences sans atteinte à la dignité de l'autre. Mais docteur, est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas, si vous voulez, la personnification de la fonction du président de la République qui est présenté comme un père, comme ce vieillard que tout le monde doit respecter, plutôt que de faire en sorte que le président de la République soit présenté et ancré dans l'esprit des Guinéens comme une institution qui devrait normalement fonctionner conformément à des textes établis. Nous sommes à l'intersection des deux approches. L'approche politique qui insisterait sur la dignité de la fonction, qui ne permet pas aux titulaires de cette fonction de dire un certain nombre de choses. Mais nous sommes aussi des Africains, où lorsque nous avons une personne d'un âge avancé, nous en tenons compte instinctivement, je dirais. Je pense qu'il faut dépasser ce stade. Ce sont les maladies de la démocratie naissante. Passer l'éponge et que chaque camp mette de l'eau dans son vin. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, il est notre invité. On poursuit avec vous, Ahmed. Avant de continuer, je veux toujours revenir sur la question de l'éducation. C'est clair qu'aujourd'hui, la collaboration entre l'État et les universités, ça date pas de longtemps en Guinée, mais dans d'autres pays, ça a longtemps existé. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, les autorités ont vraiment du mal à s'entendre avec les universités privées? Est-ce que pour vous, il y a une autre raison ou c'est vraiment une question de maîtrise? Ouais. Récemment, vous avez décidé de fermer à nouveau avant d'accepter de ouvrir. Dans quelles conditions? À quel prix? Je suis d'accord que les relations sont très difficiles avec les universités privées. Comme vous l'avez dit, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, je me souviens depuis 30 ans au moins, le gouvernement paye des bourses aux écoles et aux universités privées. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, depuis le lycée, ça commence. C'est l'État qui prend en charge pour pas mal d'élèves, avant même les étudiants. Mais ici, ça a toujours posé problème, parce qu'il faut mettre ça dans un contexte général. Nous sommes dans un système qui n'aime pas le secteur privé. Ce n'est pas seulement le secteur de l'enseignement supérieur. Regardez ce qui se passe dans les autres secteurs, qu'il s'agisse du bâtiment, qu'il s'agisse des jeunes entrepreneurs qui n'ont absolument aucune aide en Guinée, à la différence des autres pays. Nous avons un chômage massif, nous avons une économie en grande récession depuis toujours, même s'il y a un taux de croissance plus élevé en 2016, nous allons en parler, qui est dû simplement à l'introduction dans la production de grandes entreprises bauxitiques et qui ne va pas se renouveler en 2017.
malheureusement, parce que ça ne repose pas sur des fondamentaux économiques sains. Donc voilà un peu ce qui se passe. Nous avons une envie d'en découdre avec le secteur privé. Tous les Guinéens, en tout cas tous les gouvernants, oublient que c'est le secteur privé seul qui crée la richesse. L'État ne crée absolument aucune richesse, l'État encadre. Et lorsqu'on se bat contre le secteur privé, on ne peut pas résoudre le problème de chômage. Donc vous voulez dire que ce régime fait tout pour asphyxier le secteur privé, au lieu de le promouvoir? Absolument. Comparé... Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ben, tous les jours, on se bat, on accumule des arriérés vis-à-vis du secteur privé, vis-à-vis des universités privées, pas seulement vis-à-vis des entrepreneurs privés. On accumule des arriérés, on ne paye jamais à temps, il n'y a aucune aide pour les jeunes entrepreneurs, il n'y a pas d'encadrement pour ces jeunes entrepreneurs, il n'y a pas de politique sectorielle claire dans les secteurs porteurs de croissance, qu'il s'agisse des mines, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'habitat, l'artisanat, la pêche, l'élevage. Personne ne voit la clarté dans les décisions publiques. Et s'il n'y a pas de croissance économique dans un pays, s'il n'y a pas encouragement à la production, je ne vois pas comment la Guinée va s'en tirer. On va continuer. Alors, sur la récente crise entre vous et le département, parce que vous n'étiez pas là, mais la CRESUP avait quand même décidé de la fermeture des universités qui sont ses membres. Dites-nous pourquoi et pourquoi vous en êtes arrivé finalement à leur réouverture. Écoutez, deux mots. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les universités privées n'ont pas de contrat depuis 2 ans. Ça veut dire que les étudiants en première année, nous sommes en fin d'année, n'ont pas de contrat. Les étudiants de deuxième année n'ont pas de contrat. Ça fait 2 ans que l'État ne pense même pas à payer les étudiants qui sont dans les universités privées. Mais c'est insupportable. Voilà. Et chaque fois... Le paiement dont on parle, c'est quel paiement exactement? Non, c'est un paiement pour la 3e année et quelques universités qui ont la 4e année et plus. C'est tout. Et chaque fois que l'on parle, on s'abrite derrière le contrôle biométrique. Mais nous sommes en informatique, les résultats sont instantanés. Le contrôle biométrique est fini depuis des mois. Donc ce n'est qu'une question de... Il se poursuit à l'intérieur, dans les universités de l'intérieur. Voilà, justement, vous parlez d'instantanéité. C'est clair parce que vous êtes économiste. Les résultats sont instantanés en informatique. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre toujours quand on me parle de fictif, tout ça, alors qu'on connaît le nombre d'étudiants admis à l'université. Est-ce que vous avez une explication? En plus, c'est sur la base des effectifs que les contrats sont faits. Effectivement. Est-ce que vous avez Nous avons demandé au ministre de nous donner les résultats de la biométrie pour qu'on discute et qu'on valide éventuellement. C'est ça le principe d'un contrôle. Mais chaque fois, malheureusement, notre ministère envoie des résultats au Conseil des ministres, devant des journalistes, des résultats qui n'ont jamais été discutés avec les inspectés. Vous savez, c'est un principe fondamental de l'inspection. Dans tous les domaines, vous inspectez quelqu'un, vous dites voilà ce que nous avons trouvé, qu'est-ce que vous en dites? Voilà, bien sûr, puisque je suis spécialiste auditeur de ça. Alors, voilà comment ça se passe partout, mais pas ici. Et c'est étonnant. Au-delà de tout, au-delà du voisinage, de la collaboration difficile entre vous et le ministère de l'Enseignement supérieur, est-ce que vous comprenez tout de même la volonté de réforme du ministre Yero? Parce que ça touche également l'enseignement supérieur public. Il y a au niveau par exemple des universités publiques, grâce donc à la réforme, selon les informations qui me sont parvenues, ça a permis de mettre fin au paiement des pécules pour des étudiants qui n'existent pas. Et ça va au-delà même des chiffres qu'on peut imaginer. Donc du coup, ça permet également, la volonté de réforme permet également de mettre fin à une certaine saignée financière. Moi, il y a une question qui m'a été posée, que je me suis posée, Dr Ousmane Kaba. Je me suis dit, pas forcément Kofi Annan, mais depuis qu'il y a eu cette flambée, cette création à foison d'universités privées, comment ça se fait qu'un seul jour qu'on n'ait pas eu une liste déposée, par exemple au ministère de l'Enseignement supérieur, sur le cas des étudiants qui sont décidés, qui ont abandonné les études, qui ont changé d'université, qui ont voyagé. Il n'y a pas cela. Ça signifie tout de même qu'il y a... que cette question mérite d'être posée, analysée. Ça veut dire qu'il y a tout de même de l'argent qui entre et qui est utilisé autrement au détriment donc de l'État guinéen. Non, je pense qu'il faut reposer le problème autrement. D'abord, personne n'est contre
les contrôles. C'est un principe cardinal de bonne gestion. Il faut savoir que c'est nous-mêmes qui avions demandé ce contrôle biométrique, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que le contrôle a toujours existé. Les gens parlent comme si le contrôle commençait ce matin. Chaque année, depuis toujours, chaque fois que les étudiants vont dans les universités privées, il y a toujours une inspection mixte de l'enseignement supérieur et du ministère des Finances. Inspection qui vient contrôler physiquement les étudiants, depuis toujours. Et c'est toujours à l'issue de ce contrôle physique que l'on fait les contrats. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut le savoir. Donc il faut remettre les choses à plat. Mais c'est ce que je dis. Ça prouve que ce n'est pas une chasse aux sorcières. Non, pas du tout. Il y a toujours eu contrôle. Le contrôle n'a pas commencé avec la biométrie. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à faire la lumière sur ces cas de doublons, de fictifs? Pourquoi ça reste toujours une question à laquelle on n'arrive pas à trouver des solutions? Parce qu'on n'a jamais vu les résultats. C'est extraordinaire. Aujourd'hui encore, personne ne connaît quel est le résultat des différents contrôles. Donc il faut poser la question au ministère. Pourquoi les résultats resteraient toujours sous le boisseau? Voilà, justement, pourquoi à votre avis on ne voudrait pas publier ces résultats? Rien. Bien. Et une autre chose, c'est qu'en Guinée, malheureusement, le rôle du ministère, c'est d'encourager d'abord la qualification, le contenu des programmes. Maintenant, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est transformé en ministère des Finances. Il n'est intéressé que par les problèmes d'argent, au lieu de s'occuper aussi des problèmes de contenu des cours, l'existence des laboratoires, le problème pédagogique, etc. Ça ne fait plus partie des préoccupations du ministère. Ça, oui. Schéma? Ça n'intéresse personne. C'est le ministère des Finances, normalement, qui doit faire ce genre de travail, en collaboration avec le ministère, bien sûr, de l'Enseignement supérieur, mais ça ne fait pas partie, normalement, de sa vocation première. Donc, c'est quelque chose, nous travaillons là-dessus. C'est difficile pour les universités privées. Ce que je voulais dire aussi, le rôle de l'État, c'est de faire la part des choses. Encourager les bonnes universités et fermer les mauvaises universités. C'est ça le rôle de l'État. Au lieu de le faire, on essaie de tout mettre dans le même panier, comme toujours en Guinée. On noie les responsabilités des uns et des autres et on jette, comme on dit, le bébé et l'eau du bébé. Bien. Pendant ce temps, on ne fait rien dans le secteur public où les enfants... Ce qui s'est passé pour les tablettes, je reviens là-dessus, ce n'est pas seulement une question de tablettes, c'est un malaise dans les universités publiques où il y a pléthore, il y a grand nombre, il y a des conditions de vie extrêmement difficiles et d'études. Que vous n'êtes pas intéressé par cette histoire de tablette, Kofi Annan. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas la priorité chez nous. D'abord, il faut savoir que nous sommes très informatisés. Donc vous n'en réclamez pas pour vos étudiants? Attendez, oui. Non, nous, on ne réclame rien du tout. Nous avons pas mal de structures informatiques chez nous. Beaucoup d'étudiants ont déjà des tablettes. Mais ceci dit, ils sont guinéens au même titre que les étudiants du public. Et puisqu'on vend ces tablettes, eh bien, pourquoi pas? Les universités privées aussi sont concernées dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la même situation. Bien, allez-y, Tamba. Pour clore ce volet, on croit savoir que l'État a donc déboursé une partie des arriérés qu'il vous doit aux universités et qu'il y aura un débat à l'intérieur de la CRESUB pour savoir est-ce qu'il faut, oui ou non, percevoir ce montant-là. Où en est-on aujourd'hui? Et la toute dernière question, c'est par rapport à ce forum de l'étudiant guinéen. Quelle appréciation vous en avez fait? Bon, d'abord, pour répondre à votre dernière question, le forum, je n'ai pas participé, j'ai aucune idée. Ni moi, ni Kofi Annan. Donc, franchement, je ne peux pas répondre à cette question. En ce qui concerne les discussions aujourd'hui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 années sans contrat. Donc, les universités privées, quand même, demandent que l'État signe les contrats selon les résultats de la biométrie. Nous sommes d'accord sur ça. C'est ce que nous demandons. Prenez les résultats de la biométrie, signez les différents contrats. Ça, c'est une première chose. Ce que les universités n'ont pas accepté très récemment, il y a juste 48 heures, c'est le fait que l'État paye la 3e année et plus en imputant des sommes que nous qualifions d'arbitraires. Expliquez-nous. Soi-disant sur la base de biométrie que nous, on n'a pas vu. On a dit d'abord, c'est impossible. Et aussi sur le plan technique, c'est impossible pour qui connaît les finances publiques. On ne peut pas faire des prestations, on ne peut pas payer des prestations sans nouvelle facture, sans nouveau contrat. Si vous dites
on va enlever tel montant. Les règles des finances publiques vous disent il faut établir donc un nouveau contrat sur la base du réel que vous avez trouvé. Il faut établir de nouvelles factures signées par les universités. Sinon, les finances publiques ne peuvent pas payer. Donc il y a déjà un problème purement technique. Ça risque d'être une nouvelle pomme de discorde. C'est déjà une pomme de discorde, mais le vendredi, nous avons eu des discussions à la présidence de la République, les représentants de la CRESUP, et puis le directeur de cabinet du président de la République et le ministre de l'Enseignement supérieur. Je pense que nous sommes parvenus à un accord et nous allons faire l'évaluation de ce nouvel accord, je dirais verbal, à partir du mardi. Bien. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, notre invité. Ahmed, on passe à autre chose. Alors, docteur, concernant l'économie, je sais que vous suivez également les chiffres en Guinée, oui. Et la devise a d'ailleurs du mal à se stabiliser. On sait qu'à l'approche du pèlerinage, du Hajj, il y a aussi une flambée. Donc aujourd'hui, pour vous... alors, clairement... En tant qu'ancien directeur d'échange, d'accord. J'ai été le premier alors, clairement, d'échange. Clairement, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation économique concrètement? Nous projetons un taux de croissance de plus de 6% en 2017. Et comparativement aux pays de la sous-région? Non, si la croissance dépasse 6% en 2017, ça veut dire qu'il y a une forte reprise. Mais je peux vous dire que je ne crois pas du tout à ça. La croissance de l'année dernière, 6,6%, je suis d'accord, c'est parce que nous avons eu l'entrée en production de plusieurs grosses entreprises minières qui ont donné beaucoup de coups de fouet à l'exportation de la bauxite. Mais il faut savoir qu'une croissance, c'est une année par rapport à l'année précédente. Et puisqu'on n'aura pas la même entrée en production en 2017, puisqu'ils sont déjà en production en 2016, donc je ne pense pas du tout qu'on ait... J'ai regardé un peu le commentaire du fonds, à savoir que la croissance vient du secteur minier essentiellement, mais aussi du secteur agricole, etc. Bon, le secteur agricole, vous savez, c'est un peu difficile à dire. Parce qu'il n'y a aucune visibilité de politique agricole aujourd'hui qui puisse permettre effectivement d'affirmer qu'il y a une reprise très forte du secteur agricole. Le secteur minier, il y a une reprise en 2016, mais il n'y aura pas encore une forte croissance en 2017, surtout avec tous les problèmes que nous avons sur le terrain à Bouquet. Ces problèmes sont en train d'entacher la production, donc je ne vois pas du tout la source de cette croissance additionnelle en 2017. Englouti dans la campagne agricole, et aujourd'hui on continue d'importer le riz, l'une des denrées les plus consommées en Guinée. Comment est-ce que vous expliquez tout cela aussi? Ça veut dire que la production n'a pas beaucoup décollé, et aussi ça veut dire que la tendance ne s'est pas réellement renversée. Nous ne sommes pas près de l'autosuffisance alimentaire en Guinée parce qu'on n'a pas regardé la chaîne de production des différents produits agricoles. Vous savez, quand on veut encourager l'agriculture, il faut prendre toute la chaîne de production, de la semence, la préparation du sol, à la culture proprement dite, à l'utilisation de l'engrais, mais aussi à la récolte et à la commercialisation. Il y a toute une chaîne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous prenons juste quelques bouts, nous envoyons quelques sacs d'engrais et puis ça y est. Il faut aller beaucoup plus loin. Bien. On poursuit avec vous, Madame Yoro. Que vous vous penchiez un peu, Dr Ousmane Kaba, sur les crises qu'on est en train de vivre du côté de Bouquet, la tournée de Kamsar. Avant de parler de votre tournée, on a récemment vécu des crises du côté de Kamsar qui ont entraîné notamment des pertes en vies humaines par rapport à cette exploitation minière dont vous parlez justement. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait éviter ce qui est arrivé de ce côté? Vous savez, c'est une question de méthode. Moi, j'ai toujours vu la gouvernance guinéenne comme quelque chose d'extraordinaire. Quand on fait un projet minier, il y a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité économique et financière, il y a ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Donc en réalité, on doit voir tous ces paramètres avant que la production ne commence. Mais j'ai l'impression ici qu'on commence la production, on met des centaines de milliers de camions à traverser une ville avec la poussière et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on se dit, il faut faire une contournante. C'est ce qu'on aurait dû faire avant. Déjà, dans l'étude d'impact environnemental, on doit prévoir comment réduire les effets néfastes de l'investissement minier
sur la vie des hommes et des agglomérations. Docteur, en réalité, il s'agit quand même, il s'agit de procédures respectées au départ, parce qu'il y a pas mal d'organisations, d'entreprises minières ici qui procèdent à ces études, et même des études d'ordre communautaire. Mais est-ce que finalement le problème n'est pas plus un problème de respect d'abord des conventions minières, les engageant avec l'État, mais de respect de ces recommandations, des recommandations issues de ces études-là. Comment en sort-on aussi? C'est les deux. Normalement, il y a des études qui sont faites qui ne sont pas respectées, mais je suis certain qu'il y a des projets qui démarrent même sans études d'impact environnemental. Voilà, c'est un mélange des deux, manque de volonté manifeste de respecter les conclusions des études d'impact environnemental et aussi des projets qui sont précipités. Un risque. Parce que, écoutez, on ne peut pas envoyer des centaines et des centaines de camions par jour à travers une ville, disperser de la poussière et se réveiller le lendemain pour dire on va faire une contournante. C'est quand même extraordinaire. On aurait dû commencer par là. Ça veut dire que soit il n'y a pas eu d'études, soit que les études n'ont pas été suivies des faits. Mais les deux sont condamnables. Comment comprendre quand même que des sociétés qui exercent dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, et qui sont normalement expertes en la matière, puissent prendre le risque de venir investir des millions de dollars dans un environnement sans y pratiquer des études, tout en sachant que demain ou après-demain, il peut avoir retour à l'envoyeur? Est-ce qu'il y a eu réellement un grand investissement dans ces conditions? Si c'est pour prendre la terre rouge pour l'exporter, il faut plutôt se précipiter, décaper, envoyer le maximum. Envoyer le maximum de terre. On n'a pas le temps de faire les études. On a déjà un problème de stratégie d'investissement. On a toujours dit que la Guinée doit encourager l'implantation des usines d'alumine et d'aluminium et non exporter de la bauxite. Je rappelle que c'est parce que l'Indonésie et la Malaisie se sont retirés de l'exportation de la bauxite que la Guinée s'est engouffrée dans cette brèche. Donc les autres refusent de faire cela parce que ça n'apporte pas grand-chose à l'économie d'un pays. Et ça détruit parallèlement l'environnement de notre pays. Voilà, c'est parce que les autres se sont retirés que nous on s'est engouffrés dans cette brèche pour exporter presque 70 millions de tonnes de bauxite. Pour nous les économistes, c'est un gâchis. C'est peut-être des décisions politiques, mais les économistes, et pendant ma tournée, j'ai vraiment mis l'accent sur ce genre de choses, où les économistes disent voilà où il faut aller, où les hommes politiques font autre chose. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES. Notre invité Moussa Moïse, on va parler d'autres secteurs. On s'intéresse au secteur de l'énergie, aux infrastructures routières également. L'un des problèmes sempiternels de ce pays, donc le courant électrique manque encore à la Guinée, malgré tout ce dont nous avons bénéficié de Dame Nature. Malgré tout l'investissement aussi dans ce secteur, plus d'un milliard. Ce n'est pas un investissement, parce que pour moi, l'investissement, ça répond quand même à une étude préalable et donc à un truc cadré. On a jeté de l'argent. Alors moi j'estime, docteur Kaba, aujourd'hui qu'à l'État... On n'a pas jeté de l'argent. Oui, mais écoute, si les résultats escomptés ne sont pas là... Attendez. Alors, les 100 mégawatts d'Asperbras, on n'allait pas nous dire que ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Vous permettez, il y a plusieurs choses. Allez-y, docteur. Dans le problème du secteur de l'énergie. Premièrement, lorsqu'on veut résoudre le problème énergétique d'un pays, il y a deux choses que l'on met en parallèle. Il y a les besoins qui augmentent avec l'urbanisation, avec l'industrialisation. Les besoins augmentent d'un côté, il faut faire des investissements conséquents de l'autre. Donc, c'est les deux qui vont en parallèle. Même si vous faites des investissements, si les besoins augmentent encore plus que la capacité d'investissement qui a été réalisée, vous avez le déficit qui s'élargit. Donc, en Guinée, depuis 30 ans, on n'avait pas investi dans l'électricité. C'est à l'arrivée du professeur Alpha Condé qu'il y a eu pas mal d'investissements, y compris qu'à l'État, que moi je salue. Ceci dit, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on a massivement investi encore dans le thermique, au lieu de le faire dans l'hydraulique. Il y a eu Afterbrass dont vous parlez, etc. Il y a eu beaucoup d'argent dans le thermique, plus d'1 milliard pratiquement. On n'a pas autant investi dans l'hydraulique et c'est ce qu'on aurait dû exactement faire parce que c'est là, voilà, c'est là que nous avons ce qu'on appelle un avantage comparatif. Alors, on a une capacité installée qui existe, on n'a pas d'argent pour faire tourner les machines parce que ça coûte extrêmement cher. C'est des milliers de litres par heure de gasoil. La Guinée n'étant pas un pays producteur, ça coûte extrêmement cher de faire marcher des groupes électrogènes alors que si vous produisez l'électricité à partir d'un ruisseau, d'un fleuve, de l'eau,
Ça ne coûte absolument rien. Le coût opératoire est quasiment nul. Voilà une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique en matière d'investissement dans le secteur. Dans des pays éclairés comme la Côte d'Ivoire, les centrales thermiques servent de mesures provisoires en attendant la construction de solutions d'appoint en attendant la construction de micro-barrages. Est-ce que de telles propositions et je n'ai pas fini. Oui, allez-y. Troisième chose, non seulement on a choisi le thermique, on a beaucoup dépensé là-dedans, mais on a dépensé avec l'absence d'appel d'offres, comme toujours. Du gré à gré. Du gré à gré, avec de la surfacturation, donc avec un gaspillage énorme des ressources. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas maintenant. C'est pas compliqué. Bien. On fait les mauvais choix stratégiques, on applique les mauvaises méthodes de gestion au mauvais choix stratégique qui a été fait. C'est quelques ressources. Il faut parler dans le micro. Nous sommes en saison de pluie. Quand même, ce barrage aurait dû être au maximum de ses capacités. La période d'étiage prend fin vers la mi-juillet. Voilà, parce qu'il y a une période d'étiage et c'est la raison pour laquelle nous devons préserver l'environnement. C'est très important parce que n'oubliez jamais qu'un barrage, c'est la rencontre des structures avec l'eau. Et en saison sèche, lorsqu'il ne pleut pas, il y a moins d'eau. Lorsqu'il y a déboisement intensif auprès des sources, auprès des barrages, ce qui est le cas, il y a un déboisement intensif. Avec le goudron que nous avons eu à Bali, c'est maintenant, on est en train de tout couper autour aussi de nos barrages, sans que l'État ne réagisse. Alors, j'en appelle vraiment aux autorités guinéennes de préserver l'environnement autour de nos barrages, de préserver les arbres, parce que ça réduit la pluviométrie et du coup, ça réduit la capacité des barrages. À la genèse de la construction du barrage de Caleta, je ne sais pas si c'était l'euphorie ou quoi, plusieurs fois le ministre Talibi, Silla et ses collègues sont passés dans les médias et avaient déjà proposé des mesures palliatives en cette période qu'on appelle période d'étiage. Ainsi, de l'argent avait été investi dans les groupes qui ne marchent pas, qui sont du côté de la RTG. De l'argent a été plusieurs fois, je crois 2 ou 3 fois investi dans les centrales de Tombo qui ne se réveillent toujours pas. Selon vous, est-ce que vraiment c'est une erreur de stratégie ou c'était une volonté manifeste de décaisser de l'argent et après de nous mettre dans cette situation et derrière revenir nous dire que les périodes d'étiage, en oubliant qu'on avait promis qu'il y avait des mesures palliatives qui avaient été promis. Il y a 2 choses, comme je l'ai dit. Caleta, c'est un bon projet d'investissement qui apporte sa contribution. Mais Caleta n'est pas suffisant pour donner l'électricité à toute la Guinée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai dit qu'il y a erreur de choix stratégique. Dans les choix stratégiques, parce qu'on a privilégié le thermique par rapport à l'hydraulique, malgré l'existence de Caleta. Parce qu'on a dépensé plus encore dans le thermique, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Troisièmement, je dis qu'il faut préserver l'environnement autour de nos barrages pour réduire la période d'étiage. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de massacrer complètement l'environnement et la pluviométrie a baissé, même à Conakry. Pour des gens qui ont un certain âge comme nous savons que la pluviométrie a beaucoup baissé à Conakry déjà. Bien. Alors, Docteur Ousmane Kaba, il est notre invité ce lundi. Avant de parler de politique, Ahmed, on s'intéresse au secteur des infrastructures routières. Est-ce que, vous parlez de plus d'1 milliard, est-ce que cet argent aurait pu quand même permettre de réaliser des micro-barrages parce qu'il faut de l'argent? Absolument. C'est pas 1 milliard de francs guinéens quand même. Absolument, c'est beaucoup. Cela aurait permis de réaliser beaucoup de micro-barrages d'ailleurs. C'est pas un seul. Les micro-barrages ne coûtent pas aussi cher que ça. C'est pour ça qu'on dit micro. Ça veut dire petit barrage. Ça veut dire un petit barrage. Un petit barrage, vous pouvez le réaliser. Ça dépend du barrage. 100 millions, 200 millions, 300 millions. Les barrages ne coûtent pas cher. Les petits barrages, par définition, micro, c'est petit. Donc les petits barrages, on peut faire beaucoup de petits barrages. Absolument, absolument. Il y en a beaucoup. Hein. À côté de Pita, à l'Abbé. Oui, mais il y a quand même permanemment, si je me trompe, le courant du côté de Pita à cause de l'existence de ce barrage de King Kong, non? Absolument. C'est un exemple. Le Diani est un autre bel exemple qui aurait pu exister. C'est un exemple. C'est un exemple. Le Diani, oui, mais justement à cause de la déforestation, à cause de l'existence de forêts fortes.
Du côté de la forêt. Alors, docteur, on va aller là, tout à l'heure sur... Un mot sur les routes d'abord, s'il te plaît. Il suffit de s'écouter et de se mettre d'accord sur les bonnes politiques. On va tout à l'heure aller sur les routes, docteur, tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous interpeller sur un autre champ, celui de la politique d'assainissement de notre pays, mais précisément de Conakry. On est en train de voir une sorte d'épidémie d'ordures sur Conakry. Comment nous extirper de tous ces immondices qui aujourd'hui nous étouffent? J'ai l'habitude de dire que Conakry, c'est la capitale mondiale des ordures depuis quelque temps. C'était prévisible. Lorsqu'une ville est sale et que Conakry, n'oubliez pas, Conakry est à côté de la mer, ça veut dire que la pluie, les eaux de ruissellement vont quitter du haut vers le bas à cause de la gravitation. Et dans ce travail-là, ces eaux de ruissellement balayent les ordures. Et c'est pour ça qu'il y a des amoncelles d'ordures partout du côté de la mer. Et Conakry, c'est une ville qui est aux côtés de la mer. Moi, j'ai eu beaucoup peur cette année qu'on n'ait pas de maladies, de maladies hydriques. Et ça, c'est très grave. Alors, c'est très simple ici. Quelle politique Alors, la politique, elle est très simple. L'État doit s'occuper du dépôt central des ordures et laisser au secteur privé. Il faut découper Conakry en différentes parcelles. Chaque commune va avoir plusieurs PME, des jeunes. Vous les aidez avec les moyens de transport et vous vous occupez du dépôt central. Mais vous acceptez qu'ils gagnent de l'argent. Vous les payez par les recettes de marché et si c'est nécessaire, l'État va compléter. Mais mettez des entreprises. Ne faites pas les histoires de ramassage d'ordures. En Guinée, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On va des fonctionnaires de la mairie, au gouvernorat, on va trouver des gendarmes, de l'armée. Qu'est-ce que ça a à voir avec le ramassage des ordures? Les gendarmes doivent s'occuper d'attraper les voleurs et non de ramasser les ordures. Chacun a son métier. C'est les fonctions régaliennes de l'État. Ça veut dire simplement que vraiment la politique est à définir. Ce que moi je préconise, parce que le PADES, c'est ça, nous sommes là comme une force de proposition, c'est de diviser Conakry en plusieurs parties, de confier chaque partie à une PME. L'État s'occupe du dépotoir central, il amène des usines qui vont transformer encore ces ordures en électricité additionnelle à remettre sur le réseau. Justement. Donner des moyens à ces jeunes-là, les PME des jeunes, et qui s'en occupent. Oui, mais docteur, est-ce qu'il ne faut pas sortir... que ces jeunes gagnent de l'argent. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas sortir... Est-ce que pour la question d'ordure... Et ça crée des milliers d'emplois. Oui, mais docteur, justement, est-ce que pour la question d'ordure, aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'aller au-delà des PME? C'est-à-dire, la question des ordures, aujourd'hui, je le dis tout le temps et je continue à le répéter, c'est une question industrielle, c'est une question d'industrie désormais. Les ordures, ça rapporte de l'argent. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le ramassage des ordures et il y a la transformation des ordures en électricité. Pas seulement en électricité. Attendez. Beaucoup d'autres choses. Il y a les engrais, il y a tout ce que vous pouvez en tirer. Il y a le recyclage aussi des plastiques, etc. Ce travail de recyclage, c'est un travail qui se fait à la fin, à côté du dépotoir central. Et là, c'est les industries qui peuvent venir. Et il y a beaucoup d'investisseurs en Guinée, des dizaines d'investisseurs qui sont venus en Guinée. Même au niveau de la collecte maintenant, aussi, hein, non. Puisqu'il faut catégoriser les ordures. Oui, mais au niveau de la collecte, il faut donner de l'emploi à des milliers de jeunes Guinéens. Je vous dis, ramasser des ordures, ce n'est pas de l'industrialisation, ça n'a rien à voir. L'industrialisation, c'est la transformation des déchets. Bien. Donc, il faut découper cette ville en morceaux, donner à nos jeunes, les encadrer, les aider avec les moyens de transport, et puis ils gagnent de l'argent avec, ils créent des milliers d'emplois. C'est aussi simple que ça. Alors, docteur, je ne sais pas, ça date de combien de temps votre dernier voyage à l'intérieur du pays? Vous étiez quand même à l'extérieur. Je ne sais pas si de passage, si vous avez pu voir quand même les routes. L'état de nos routes. Voilà. Mais aujourd'hui, ça laisse quand même à désirer les routes que nous avons ici même à Conakry, avant même de parler de l'intérieur du pays. Et on a l'impression que le gouvernement n'a plus de moyens, n'a plus à investir dans ce secteur. Qu'est-ce qui explique vous avez la responsable du ministère des Travaux publics qui n'a pas de talent.
Il parle de priorité. Non, mais au-delà des priorités, qui parle de documents maîtresses. De documents maîtresses. Et dit voici les documents maîtresses. Décidément, il nous faut apprendre à revenir sur les bancs. Cette dame, je crois c'est pas une réapprendre à parler français. On va aller parler d'elle. Il faut qu'on en parle. Je pense que avec une telle incurie, on ne peut pas faire des routes qui durent. On ne peut pas espérer. C'est pas possible. Non, mais d'abord, je pense que il faut pas personnaliser trop le débat, parce que les routes ont été foutues avant que la pauvre dame ne vienne. Oui, mais c'est pas. Elle a suffisamment étalé son incompétence. Attendez. Je pense qu'il faut être sérieux. Je l'ai dit et je reviens là-dessus. Le problème des routes en Guinée ne peut pas être résolu maintenant. Pour une raison très simple, l'État n'a pas les moyens financiers de le faire. Et l'État n'est pas capable de mobiliser les ressources extérieures pour le faire. C'est aussi simple que ça. D'abord, le budget, je l'ai toujours dit ici, le budget n'est pas suffisant pour faire les routes. En Guinée comme dans les autres pays d'Africains aussi. Mais deuxièmement, pour mobiliser les ressources extérieures, il faut respecter, je l'ai dit, les règles du jeu. Il faut d'abord faire les études de faisabilité des différentes routes, ce qu'on ne fait pas. Il faut faire des appels d'offres transparents, ce que l'on ne fait pas. Il faut mettre en place des procédures de contrôle irréprochables, ce que l'on ne fait pas. Donc voilà, à cause de ces trois éléments, les bailleurs de fonds ne se précipitent pas pour donner de l'argent à la Guinée. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un problème de gouvernance. Bien. Dernière question, Tamba, sous la tournée. Dernière question. Il y a quelque temps que vous avez quitté Conakry, vous avez fait un long tour. Quel a été votre parcours? Quels ont été vos constats? Quels étaient vos messages à l'intention de tout ce que vous rencontriez avant de nous revenir? Écoutez, moi j'ai été très très frappé par ce que j'ai vu à l'extérieur de la Guinée, auprès des Guinéens de l'extérieur, parce que nous avons voulu voir les Guinéens de l'extérieur pour les convaincre de venir dans PADES, surtout les convaincre de changer la Guinée. Beaucoup sont très très découragés. Nous avons commencé par Washington, nous avons fait 8 États aux États-Unis, nous avons commencé par Washington, Philadelphie, New York, Atlanta, Ohio, Columbus, Indianapolis, et Michigan, Detroit, et nous avons fini par Boston, Massachusetts. Ça fait 8 États. Et ensuite, nous sommes venus en Europe, à Bruxelles, à Paris, à Marseille et à Lyon. Et comme c'était le mois de Ramadan, on est retourné là parce que les Guinéens sont musulmans, même quand ils sont à l'extérieur de la Guinée. Donc voilà un peu. Ce que j'ai constaté, c'est que les Guinéens de l'extérieur sont désespérés. Ils sont aussi désespérés que les Guinéens ici. Beaucoup d'entre eux ne savent plus à quel sein se vouer. Et ils sont devenus cyniques, ils ne croient même plus à la politique. Ils pensent que tous les politiciens sont des menteurs, on raconte des choses, quand on a le pouvoir, on fait autre chose. Voilà un peu le message. Moi, je les ai dit, écoutez, vous êtes importants pour nous, les Guinéens de la diaspora, pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que vous êtes apporteurs d'affaires. C'est vous qui devez envoyer les investisseurs en Guinée. Ça, c'est très, très important. Ils le disent, oui, on le fait, mais quand ils viennent, l'administration est corrompue, on leur demande de l'argent, ils retournent. Je dis qu'à cela ne tienne. Battons-nous pour changer la Guinée et résoudre le problème de l'administration. Donc, vous êtes apporteur d'affaires. Mais deuxièmement, vous êtes apporteur de votre épargne. L'épargne des Guinéens de l'extérieur, d'ailleurs, l'épargne des migrants africains, c'est très important. C'est plus important que l'aide publique au développement. Ouais. C'est plus important que l'aide publique au développement. Et si la Chine a décollé, c'est à cause de l'épargne qui a été canalisée par les Chinois de l'extérieur. Et troisièmement, vous avez accumulé une expérience. Vous avez des jeunes Guinéens de la 2e génération qui ont fréquenté dans les meilleures écoles et les meilleures universités. La Guinée a besoin de leur expertise. Donnons-leur la chance de venir en Guinée et de travailler pour aider notre pays. Eh bien, mais là, il y a vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Absolument. Partout où j'ai été, les Guinéens se sont mobilisés massivement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand on commençait le meeting, nous avions souvent des personnes qui étaient sceptiques. Mais après le meeting, tout le monde s'inscrivait sur la liste du PADES. Bien. Voilà. Et j'ai beaucoup insisté sur l'unité des Guinéens à l'extérieur pour leur dire que ce n'est pas la peine de se diviser parce que nous avons en commun que la misère en réalité. Il n'y a aucune raison objective que les Guinéens soient divisés. Et nous sommes frères et sœurs. Il faut le faire ensemble. Moi, je vais vous dire, mon meeting a été organisé aux États-Unis par tout le monde.
Il y a des ressortissants de la moyenne Guinée qui ont organisé mes meetings à Boston, qui ont organisé à Indianapolis, qui ont organisé mon meeting à Lyon. Malheureusement, on est arrivé au terme. Parce qu'ils sont guinéens. Bien. Malheureusement. Donc être guinéen, c'est plus important. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, notre invité. On est malheureusement bousculé par le temps. On est arrivé au terme de cette émission. Prochaine étape, un meeting à Cancan ou la prochaine étape, c'est quoi? Oui, absolument. Et vous savez que nous avons fait beaucoup de propagande et de sensibilisation. À l'intérieur de la Guinée, nous avons déjà beaucoup de cellules, mais il va falloir aller établir les différents bureaux à l'intérieur du pays. Sauf que vous n'aurez pas la chance d'enchaîner les villes comme vous avez fait aux États-Unis. 8 États, Michigan, tout ça. Vous avez pris le bus, le vol, c'était très facile. Le train, c'était confortable. Ici, attachez les ceintures, hein. Ben, c'est pourquoi on a besoin que le PADES soit renforcé. Bien. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, le parti des démocrates pour l'espoir. Il était notre invité. Merci docteur. Merci d'être passé nous voir ce matin dans cette émission. Ça n'est terminé pour ce numéro de la reprise. Merci à toute l'équipe des cadrages. Awal, Alouba ont piloté les caméras et sans oublier Amara Alex Camara. Grand merci à Ibrahim Prince Diallo qui était à la réalisation du côté de la radio et Mamoudou Kondé, le colosse, était du côté de la télé. Et il ne faut pas oublier Amadou Sow aussi qui a assisté Ibrahim Prince Diallo dans la réalisation du côté de la radio. Merci à toute l'équipe. On remet ça demain à 9h. Portez-vous bien. Au revoir.